L'image d'introduction de la vidéo que vous venez de voir est une scène d'un dessin animé réalisé par Benny Johnson, qui est sans doute devenu la voix la plus forte du MAGA en Amérique. Et voici Benny lui-même. C'est nous dans le cas de l'Ukraine. Quand nous avons vu notre gouvernement fédéral littéralement inonder la guerre en Ukraine de sommes d'argent incalculables et illimitées, des centaines et des centaines de milliards de dollars, nous nous sommes dit qu'il se passait ici quelque chose de différent et il s'est avéré que c'était bien le cas. Les États-Unis ont intercepté des messages du gouvernement ukrainien sur un plan de détournement de fonds pour la réélection de Biden et un complot d'assassinat contre Trump. J'ai déjà parlé du fait que Tulsi Gabbard a découvert une correspondance entre des Ukrainiens au pouvoir, dont les noms n'ont pas encore été révélés, et des démocrates également au pouvoir dont les noms ne sont pas non plus révélés, mais de notre côté, bien sûr. Dans cette correspondance, il était en question de la manière de renvoyer 200 millions de dollars de l'aide américaine vers les États-Unis afin de financer l'élection de Biden. Eh bien, ou toute autre personne qui serait contre Trump. Maintenant, un autre détail a été découvert. Outre l'argent, un attentat visant à tuer des candidats à la présidence a aussi été évoqué. Comme vous l'avez compris, il s'agit de Trump. Si quelqu'un pense que cela dépasse la réalité, je voudrais vous rappeler comment Ryan Rolfe, qui a été attrapé et neutralisé, était en embuscade sur le terrain de golf. Eh bien, il était à environ 100 mètres de Trump et de ses amis. Il échangeait des messages avec quelqu'un en Ukraine au sujet d'armes dans le but d'attenter à la vie de Trump. Donc, ce n'est pas tout à fait inventé. Donc ce n'est pas tout à fait inventé. Comme l'interception des informations a eu lieu sous la présidence de Biden, ces informations sont parvenues à la direction des services de renseignement ainsi qu'au procureur général, mais aucune enquête n'a été menée. À votre avis, pourquoi ? Laissez-moi vous répondre moi-même. L'enquête n'a pas été menée parce que la direction du Parti démocrate, enfin, lisez, la Maison-Blanche, oui, a participé directement à cette correspondance. Pourquoi enquêter sur eux-mêmes ? Ils connaissaient déjà la réponse. Pour ceux qui pensent qu'une telle chose n'est jamais arrivée dans la politique américaine moderne, et donc que c'est impossible, je veux que vous écoutiez ce message. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a présenté de nouvelles preuves choquantes montrant que l'ancien président Barack Obama et des hauts responsables de l'administration Obama se sont entendus pour saper la victoire du président Trump lors de l'élection de 2016 et miner la volonté démocratique du peuple américain. Alors qu'il faisait publiquement semblant de participer à un transfert pacifique du pouvoir, en privé, l'ancien président Obama a déployé d'énormes et ignobles efforts pour semer la discorde parmi la population et saboter son successeur, le président Trump. Eh bien, rien que nous n'aurions pas déjà supposé, n'est-ce pas ? Rien qui puisse vraiment nous surprendre. C'est exactement ce que nous avions en quelque sorte prédit. Je vais ajouter un autre détail dont je suis absolument certain. Une partie de cet argent finissait aussi dans les poches de certains citoyens très affectueux, et ils ont un amour débordant pour l'argent. Et une haine débordante envers toute personne. C'est Trump qui les empêche de mener leurs petites affaires ou de s'approprier de l'argent. En gros, il gêne leur vie merveilleuse à nos frais. Il est évident que vous transportiez des sacs d'argent liquide pour financer votre propre campagne électorale. Mec, c'est tout simplement incroyablement criminel. C'est désormais officiel. Tulsi Gabbard mène activement une enquête sur les messages interceptés. Des responsables ukrainiens se sont entendus avec l'USAID avec l'USAID afin de diriger 200 millions de dollars vers la réélection de Biden et du Parti démocrate. Dénoncez tout cela. L'argent des contribuables, passé par une série de transactions, est transféré aux États-Unis et blanchi pour la campagne de Joe Biden pour 2024 et le Comité national du Parti démocrate. Pour la première fois, nous avons des interceptions. L'équipe de Tulsi Gabbard a accepté de les déclassifier. Une enquête de l'USAID est en cours pour déterminer les personnes impliquées et d'éventuels crimes. Et si c'est le cas, transmettre l'affaire au FBI dans les prochains jours. Ces documents déclassifiés sont disponibles sur justthenews.com. Vous pouvez les consulter dès aujourd'hui. Les membres du Congrès ont passé toute la journée à essayer d'obtenir le document. Je m'attends à ce que Tulsi Gabbard fasse une déclaration ce soir sur l'évolution de son enquête. C'est de la folie. C'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Des gens devraient aller en prison pour ça.
C'était une grande escroquerie de blanchiment d'argent, la dernière révélation d'Odny. Maintenant, nous connaissons la vérité. Les démocrates ne voulaient pas arrêter la guerre en Ukraine, car ils l'utilisaient comme un système de rétrocommission pour détourner l'argent des contribuables américains afin de financer leurs opérations. C'est le plus grand et le plus corrompu des scandales de l'histoire de l'Amérique. Mais il est temps de revenir à nos affaires du jour et aux événements en cours. Alors, le 1er avril. C'est précisément le jour que le monde entier considère comme le jour du rire que commencent à la Cour suprême des États-Unis des audiences qui pourraient changer à jamais la notion même de citoyen américain. 250 enfants par an. Voici un chiffre dont on ne vous parle pas. 250 000 enfants, je vous prie de m'excuser, qui aujourd'hui obtiennent automatiquement la citoyenneté américaine et qui demain, si la Cour dit oui, ne l'obtiendront pas. Mais ce n'est que la première histoire de l'émission d'aujourd'hui, car il y en a une deuxième. Et elle a secoué Washington cette semaine comme rien ne l'avait fait depuis longtemps. Hillary Clinton. Da, Hillary Clinton. Da, écoutez bien. Vous serez tellement surpris que vous ouvrirez grand la bouche. Elle compte se présenter à la présidence en 2020, en cette année-là. Je sais à quoi vous venez de penser. Vous vous êtes dit que c'était une blague du 1er avril, non. Les républicains, soi-disant, ont inventé cette histoire pour se moquer des démocrates. Ils disent que leurs dirigeants sont tellement mauvais qu'ils ont dû ressortir Hillary de la naphtaline. Mais aujourd'hui, je vais vous le prouver avec des chiffres, des faits, des preuves que ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague du 1er avril. La blague, c'est qu'elle compte vraiment le faire. Et que Clinton, peut-être, et là je suis très sérieux, est la seule véritable chance du Parti démocrate. Restez avec nous. Dans 30 minutes, vous penserez autrement. Je vous le garantis. Donc, le 1er avril à la Cour suprême. C'est une histoire que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît vraiment jusqu'au bout. Tout le monde sait que l'Amérique est un pays unique. Tout enfant né sur son territoire devient automatiquement citoyen. C'est écrit. C'est soi-disant inscrit dans le 14e amendement de la Constitution, adopté après la guerre de sécession. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cet amendement a donné naissance à toute une industrie mondiale. Des milliers de femmes enceintes de Chine, de Russie, du Mexique et d'Amérique latine viennent spécialement aux États-Unis, souvent dès les premiers stades de la grossesse. Tant que leur ventre ne se voit pas encore, elles s'installent donc chez leurs proches, ou bien dans des hôtels, ou dans des maisons louées spécialement pour ça. Oui. Il existe des maisons spéciales pour elles. Et elles restent après l'expiration de leur visa. C'est-à-dire que le visa expire, mais elles restent ici. Elles accouchent dans des hôpitaux américains. Et leur enfant devient automatiquement quoi? Un citoyen des États-Unis. Pour les touristes chinoises qui viennent accoucher en Californie, il existe des services entiers. Des avocats chinois, des médecins chinois, des cuisiniers chinois, des chauffeurs chinois. Tout est prévu pour elles. Tout est prêt. Elle est venue à accoucher et rester. Mais c'est ensuite que ça devient intéressant. Parce qu'un nouveau-né citoyen américain, ce n'est pas juste un passeport, c'est une locomotive qui entraîne toute la famille derrière lui à travers des portes fermées pour les autres. D'abord, c'est la mère qui reste, la mère du citoyen, oui. Puis le père arrive, on ne peut pas se passer du père, n'est-ce pas? Ensuite viennent les autres enfants de ce couple, les frères et sœurs du citoyen, puis les grands-parents. Et parfois, un seul nouveau-né ouvrait les portes de l'Amérique jusqu'à 30 membres de la famille. 30. Donc, Trump, quand il est arrivé pour son 2e mandat, dès le 1er jour, il a signé un décret. Les enfants nés aux États-Unis de mères, se trouvant dans le pays illégalement ou temporairement, ne reçoivent pas la citoyenneté. Eh bien, sauf si le père est citoyen ou résident permanent, je ne me souviens plus exactement comment c'est formulé. Les tribunaux de première instance ont bloqué le décret. Aucun n'a soutenu la position de la Maison-Blanche. Aujourd'hui, 1er avril, les arguments ont été présentés et entendus à la Cour suprême. Au centre de l'affaire, il y a en fait des mots tirés du 14e amendement, pas tout à fait clairs au début. Mais je vais expliquer. Les mots sont les suivants. C'est-à-dire soumis à la juridiction de celle-ci, c'est-à-dire notre pays, oui. Donc soumis à la juridiction des lois de notre pays. Donald Trump les interprète ainsi. Pour obtenir la citoyenneté par la naissance, les parents doivent se trouver dans le pays légalement, et de façon permanente. Donc, par exemple, ni diplomate, ni touriste, étudiant ou clandestin ne comptent.
Les opposants au décret disent que les étrangers présents sur le territoire des États-Unis sont automatiquement soumis aux lois américaines, à l'exception des diplomates et des soldats des armées d'occupation. Si un enfant leur naît, alors non, personne, même les démocrates, n'exige qu'il soit accepté comme citoyen. Les opposants ont un précédent. En 1898, la Cour suprême a examiné une affaire. Wang Qi-mark est un enfant né à San Francisco de parents citoyens chinois. La Cour l'a reconnu comme américain. Cette décision, messieurs, a aujourd'hui 128 ans. Selon les analystes, les chances de l'administration Trump de l'emporter sont extrêmement faibles, mais le principal enjeu n'est pas de savoir si Trump va gagner. La principale question est de savoir si la Cour rendra une décision de grande portée qui réécrira la Constitution, ou une décision plus limitée qui laissera tout au Congrès. La réponse, nous la connaîtrons, au plus tard d'ici la fin juin 2026. Alors pourquoi les démocrates défendent-ils avec autant de ferveur ce système ? Ils défendent le fait qu'on ne peut pas expulser les criminels. En général, ils défendent beaucoup de choses intéressantes. Donc voilà une question qu'on pose souvent en coulisses. Pourquoi ? Pourquoi font-ils cela ? Pourquoi tiennent-ils autant à ça, La réponse officielle, historique, c'est que l'amendement a été adopté pour libérer les esclaves, qui n'avaient eux non plus aucun statut légal. Et les démocrates disent que c'est l'esprit de l'Amérique, mais il y a aussi une réponse non officielle, qu'on appelle le calcul électoral. Disons que les latino-américains sont le plus grand et le groupe démographique qui croît le plus rapidement dans le pays. Des millions de familles ont un statut mixte. Un enfant est citoyen, l'autre ne l'est pas. Pourtant, la remise en cause du droit du sol est une menace directe pour leur famille, ce qui signifie un intérêt politique direct pour le Parti démocrate. Trump appelle ce système quelque chose que les pères fondateurs n'avaient jamais envisagé, et honnêtement, il a raison concernant les pères fondateurs. Ils ne pouvaient tout simplement pas imaginer que le pays deviendrait aussi attractif. Les États-Unis, que des gens enverraient leurs femmes enceintes vivre seules à l'étranger, juste pour que leur enfant devienne un point d'ancrage pour leur famille. Bon d'accord, et maintenant la bombe. L'histoire numéro 2, c'est celle dont Washington murmure depuis plusieurs semaines. Hillary Clinton, 2028. Ou bien c'est la 3e fois que j'entends votre rire. D'accord, riez. C'est ainsi que tout le monde a réagi avant que je vous montre ce que je vais vous montrer maintenant. Commençons par une question qui semble simple. Qui en fait sera le prochain candidat des démocrates ? Harris, Newsom, Buttigieg, Ocasio-Cortez ? Analysons chacun avec des faits et vous verrez vous-même ce qui se passe avec ce magnifique groupe, comme l'a appelé Clinton elle-même à Munich lors de la conférence de Munich en février de cette année. Donc selon les données de Real Clear Politics, pour mars 2026 à l'heure actuelle, il est en tête parmi les démocrates. Ne tombez pas de votre chaise, Kamala Harris, elle est la première. Kamala Harris, la leader des sondages. Sérieusement. La même Kamala Harris qui, en 2020, s'est retirée de la course avant même les premières primaires parce que sa cote de popularité est tombée jusqu'où ? Jusqu'à 0. La même Harris qui, en 2024, n'a pas été choisie, mais nommée à la dernière minute lorsque Biden a été contraint de démissionner. La même Harris qui a perdu face à Trump. Écoutez comment elle parle, voici littéralement sans coupure, je vais vous donner 2 ou 3 de ses déclarations. L'importance du passage du temps. Quand vous y pensez, il y a une énorme importance dans le passage du temps. Point, c'est tout. Elle parlait des problèmes de l'éducation. Ou bien, luttons-nous pour la démocratie. Comprenez la différence en avançant. Comprenez la différence, point, fin de la phrase. Et enfin, un chef-d'œuvre philosophique qui a été réimprimé dans toutes les langues de la Terre. Ce que peut être ce qui peut être, la libération de ce qui aurait pu être, ce qui a été. Elle surtout l'a répété plusieurs fois sur différents forums. Encore une fois, ce que peut être ce qui peut être, libéré de ce qu'a été ce qui a été. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'elle voulait dire.
En quoi 2028 est-il différent de 2024 ? En rien. Harris la même, le même esprit brillant et une logique irréprochable. Maintenant, le deuxième, donc, numéro 2, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Un bel emballage, de superbes cheveux, des dents parfaites, un costume cher bien ajusté. Il parle bien et a une allure très présidentielle. Eh bien, voici ce que vous devez savoir sur son état. Et ce n'est pas une opinion, ce sont des chiffres. Newsom a déclaré avoir traité 90 000 acres de pare-feu. Une enquête a révélé le chiffre réel, 11 399. Pas 90 000, une surestimation de 690%, il s'est trompé, tout simplement trompé. Il a ensuite encore réduit de 101 millions les programmes anti-incendie. Et quelques mois plus tard, à la suite de cela, une catastrophe à Los Angeles, 16 000 maisons détruites, des gens sans abri. En septembre, Newsom a dépensé 27 milliards pour eux. Un audit de ce programme a été réalisé. En 2024, l'État n'est pas capable de suivre les dépenses ni de mesurer les résultats. Dans le même temps, selon d'autres sources qui ont mesuré les résultats, le nombre de sans-abri a augmenté de 31,6%, alors que 27 milliards de nos dollars ont été dépensés. Covid Newsom a fermé les entreprises et interdit de sortir sans masque, mais lui-même dînait sans masque dans le restaurant chic French Laundry avec 20 amis tous également sans masque. Son département de l'emploi a versé 33 milliards de dollars à des fraudeurs. Il ne les a jamais contrôlés. L'essence est presque 50% plus chère que la moyenne nationale. Sur les 43 raffineries de pétrole, il n'en reste plus que 7 en Californie. En 2025, Gavin Newsom a été contraint de faire un virage à 180 degrés et de soutenir l'expansion de la production de pétrole. C'est-à-dire qu'il a ainsi reconnu que sa politique avait échoué. Maintenant, concernant la population, en 6 ans, 1,7 million de personnes ont quitté la Californie. Les entreprises Tesla, Oracle, Charles Schwab sont toutes parties au Texas. Quand Newsom participera au débat et dira « Je sais comment diriger le pays », son adversaire ouvrira simplement la carte de la Californie et la montrera du doigt en silence. Il y a encore un autre titan de la pensée démocrate, Pete Buttigieg, un homme qui n'est jamais là quand on a besoin de lui. Dès qu'on a besoin de lui, il n'est pas là, il parle 7 langues, il est très à l'aise sur scène devant la caméra. Mais voici une histoire que vous devez connaître. 2021. Au large de la Californie, un nombre record de porte-conteneurs attendent, les rayons des magasins se vident, Noël est menacé, le pays traverse une crise logistique sous le ministre des Transports américain Buttigieg. Mais où est-il ? Les documents montrent que de la mi-août au 6 octobre, son agenda ne comporte aucun rendez-vous. Buttigieg est parti en congé paternité. Si on ajoute à cela que lui et son partenaire sont tous les deux des hommes et qu'aucun d'eux ne pouvait accoucher, il est clair que c'est un enfant adopté, basé sur son sperme ou celui de son partenaire. Ou bien l'ont-ils simplement adopté ? L'important, c'est qu'ils n'avaient pas besoin d'allaiter cet enfant. Je suffoquais. Il est parti discrètement, sans prévenir, en congé parental, en disant « Giti yuachar, c'est passé en ici, j'étais droit ». En 2022, menace d'une grève nationale des chemins de fer, des négociations au bord du gouffre. Mais où est le ministre des Transports ? Soudain, les gars demandent, on ne le voit pas. Il s'est avéré qu'il était en vacances de longue date prévues au Portugal, et en plus dans des vignobles. En 2023, à East Palestine, un train déraille. Un train transporte des produits chimiques dangereux, des habitants s'empoisonnent lors d'un rassemblement, le maire entend « Où est Buttigieg ? Où est-il » Trump, qui n'est ni président ni ministre, s'y précipite, et Buttigieg arrive aussi. Le lendemain de la visite de Trump, on lui a dit « Dépêche-toi » et il s'est précipité là-bas. Et encore un fait, le Emerson College a interrogé des électeurs noirs. Qui voulez-vous voir comme candidat du Parti démocrate ? En 2028, et Buttigieg n'a obtenu aucune voix. Sans le Sud noir, un démocrate ne gagne pas les primaires.
Ce n'est pas une opinion, c'est des mathématiques. Enfin, la quatrième personne que nous abordons est Alexandria Ocasio-Cortez. Cela ne signifie pas qu'il n'y en a que 4, mais c'est le premier groupe de 4. Les principales caractéristiques d'AOC. En anglais, en russe, énergie, énergie sans résultat, juste de l'énergie et c'est tout, Instagram, jeunesse, passion. Mais voici ce que vous ne savez peut-être pas. En 2019, AOC a bloqué l'arrivée d'Amazon à New York. Elle a célébré cela comme une victoire. Et le gouverneur Cuomo, son collègue de parti, a qualifié cela de perte de 25 000 à 40 000 emplois et de 30 milliards de recettes fiscales par an pour la ville. Le New Deal vert qu'elle a proposé est estimé à 93 000 milliards de dollars, soit plus que le PIB de tous les pays du monde réunis sur 3 ans. Aucun économiste n'a expliqué d'où cet argent pourrait venir. Eh bien, heureusement, le projet de loi n'a pas été adopté, même quand il y avait de l'argent. Les démocrates ont contrôlé les 2 chambres du Congrès pendant 7 ans, et il n'y a eu aucune loi significative indépendante adoptée au Congrès, aucune. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle ne fait que se montrer, tout simplement. En mars 2026, une plainte a été déposée auprès de la Commission électorale fédérale. AOC a dépensé 18 725 $ provenant des fonds de sa campagne électorale. Na psychiatra. De plus, il est spécialiste de la thérapie à la kétamine. J'espère que vous savez ce que c'est. Elle a présenté cela comme des consultations en leadership. En plus, 53 000 $ supplémentaires ont été dépensés pour des hôtels de luxe provenant de l'argent des donateurs. Voilà, eh bien, voyons donc ce que nous avons. Une vice-présidente perdante qui n'arrive pas à dire 2 phrases de façon à ce qu'on comprenne ce qu'elle a dit. Un gouverneur d'État d'où les gens et les entreprises fuient, un ministre des Transports absent lors de chaque crise, et quand il y a une crise, il est en vacances, puis un député sans aucune loi adoptée et impliqué dans un scandale avec un psychiatre. Une belle brochette, comme l'a dit Hillary Clinton. Et maintenant, la question qui flotte dans l'air. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Voilà pour Hillary Clinton, 5 arguments. Premier argument. En février 2026, Hillary Clinton a témoigné pendant 7 heures devant la commission du Congrès sur l'affaire Epstein. Comparez cela maintenant avec Biden en 2024 qui ne pouvait pas tenir une conférence de presse sans hésitation. L'âge, c'est juste un chiffre dans le passeport, c'est l'état fonctionnel qui compte. En 2026, Clinton était plus vive que Biden en 2022. Deuxième argument. La machine qu'ils ont construite pendant 30 ans. En politique, il y a 3 ressources, la notoriété, l'organisation et l'argent. On connaît Clinton en Allemagne et au Japon, en Israël et aux Pays-Bas, en Russie, en Ouganda. Ce n'est pas une notoriété américaine, mais mondiale, avec son réseau de donateurs, ses liens politiques et contacts médiatiques. C'est le fruit de 3 décennies de travail, parfois de chantage, parfois de corruption, parfois simplement de travail. Le troisième argument, c'est les calculs que personne ne fait à voix haute. Quand il y a 10 à 15 candidats à la primaire, les voix se fragmentent. Bernie Sanders a remporté le New Hampshire en 2020 avec 25%, simplement parce que les 75% restants se sont répartis entre tous les autres. Avec seulement 2 personnes, Sanders aurait eu 25 et l'autre 75. Clinton dispose d'un noyau solide de 20 à 25% de l'électorat démocrate dans une course comptant plus de 15 candidats. C'est suffisant pour gagner dans les premiers États. Et les premiers États créent un élan, une dynamique. Et cette dynamique mène à la victoire. Quatrième argument, le couloir centriste est ouvert et vide. Le Parti démocrate est divisé entre la gauche et les centristes. Le couloir centriste. En 2028, la plus vulnérable Kamala Harris est faible, et Gavin Newsom porte le fardeau de la Californie. Josh Shapiro est un autre candidat possible, pas encore émergé au premier plan, mais tout reste envisageable. Il a un souci avec Israël. Hillary Clinton est la seule poids lourd dans ce couloir. Elle a équilibré entre la gauche et le centre pendant des décennies. Elle sait comment plaire aux deux, juste assez pour gagner les primaires. Personne ne garantit ensuite la victoire contre le républicain, mais au moins réussir à s'imposer et devenir le représentant du Parti démocrate dans la course présidentielle quand il ne reste que 2 personnes, un républicain et un démocrate. Il y aura peut-être un 5e argument. Lors de la dernière confrontation personnelle, Hillary Clinton a perdu face à Donald Trump en 2016, c'est son résultat personnel.
Les responsables politiques animés par une motivation personnelle, et non uniquement par leur carrière, luttent avec plus de férocité, de persévérance et d'intelligence. Même lorsqu'on lui a posé la question à Munich sur 2028, elle a répondu « non, non ». Mais ensuite, elle a ajouté « La popularité de Trump a chuté, les démocrates devraient gagner les élections de mi-mandat, le parti a de bonnes perspectives. Ce ne sont pas les propos d'un retraité. » Et maintenant, il y a encore autre chose. Elle se rend dans le New Hampshire pour une levée de fonds en avril. Le New Hampshire est l'un des tout premiers États lors des primaires. Les politiciens n'y vont pas sans raison. Bien sûr, il y a aussi des arguments contre. Premièrement, elle aura 81 ans. Joe Biden avait aussi 81 ans. Bien sûr, l'âge n'est pas qu'une date sur un passeport, mais tout de même, 81 ans, ce n'est pas rien. Elle a déjà perdu en 2016, elle avait remporté le vote populaire avec 3 millions de voix d'avance. Mais c'est le collège électoral et quelques milliers de voix dans 3 États qui l'ont fait échouer. Ce n'est pas une défaite écrasante, c'est une défaite technique, de justesse. En 2028, Trump ne se présentera pas, le candidat républicain sera nouveau, mais la haine envers Trump ne disparaîtra pas. Et Clinton en reste le principal symbole. Donc tout peut arriver maintenant, ce qu'elle a dit n'a plus d'importance. Mais elle se rend dans le New Hampshire, commente la politique, suit les sondages, les politiciens disent non jusqu'à ce qu'ils disent oui, jusqu'à ce que le moment soit venu. Eh bien, je soupçonne que Hillary Clinton attend justement ce moment. Et pour conclure, 2 événements en une seule journée. Le 1er avril 2026, la Cour suprême décide qui a le droit de s'appeler Américain, 128 ans après un précédent contre un décret présidentiel. La réponse sera donnée d'ici la fin juin. Et parallèlement, il y a le mouvement discret, presque imperceptible, d'une femme que tout le monde avait déjà politiquement enterrée. Elle se rend dans le New Hampshire, elle observe, elle attend. Le camp démocrate est sans aucun doute faible. Harris a déjà perdu face à Newsom, elle porte le fardeau de la Californie. Buttigieg disparaît en temps de crise. AOC est trop à gauche pour gagner. Clinton est en forme mais n'a pas de voiture, le long de la carte Rekova, une voiture automobile. Il s'agit de l'appareil du parti avec de l'argent, avec les chiffres de son côté, 20 à 25% de l'électorat pour elle, avec un compte personnel à régler. Une vraie chance. Oui, c'est réel. Si cette analyse vous a appris quelque chose de nouveau, cliquez sur la cloche, abonnez-vous, c'est totalement gratuit, et activez la cloche. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et avoir accès à des analyses approfondies, le parrainage coûte 4 $ par mois, le lien sera également sous la vidéo. À la prochaine, je pense que ce sera demain.